Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs, je vais un petit peu modifier le titre de ma communication. Vous comprendrez pourquoi. C'est les naufrages des pêcheurs et marins du bassin d'Arcachon, parce qu'il y a des naufrages sur le bassin, mais surtout des naufrages hors du bassin et puis dans les passes. L'histoire des populations maritimes du bassin d'Arcachon se distingue de celle des autres gens de mer en Atlantique par un double champ d'action aux caractéristiques bien tranchées. La petite mer, c'est-à-dire le bassin d'Arcachon, et l'océan. S'ensuivent, d'après les sources disponibles, essentiellement à partir du XIe siècle, une chronologie fortement décalée en fonction des types de pêche pratiqués et des naufrages, dont le lourd bilan humain alarma les autorités à plusieurs reprises au cours des siècles. La raison essentielle de cette disparité, ce sont les passes, aujourd'hui encore réputées pour les dangers qu'elles présentent pour les marins les plus expérimentés. Alors donc, je vais d'abord parler des naufrages dans la petite mer. Comme le rappelle le professeur Jacques Bernard dans son étude « Navires et gens de mer vers 1400 vers 1550 », une partie du poisson consommé à Bordeaux dans les temps anciens était apportée par les bougesses. Ainsi appelait-on les pêcheurs du pays de Buch, qui ne manquaient pas de faire aussi commerce d'huîtres et de coquillages. Depuis le haut Moyen-Âge, le bassin complétait ainsi l'apport des pêcheurs de Gironde et de Garonne pour que soient respectés les jeûnes et les abstinences prescrits par l'Église. Ainsi a-t-on coutume de rappeler que les moines de la Sauve majeure avaient obtenu de Guillaume d'Aquitaine, au début du XIe siècle, l'autorisation d'acheter des poissons et des seiches sans redevance à Bordeaux et en Buch. S'agissant des huîtres cueillies sur les crassats, primitivement immortalisées par Rabelais avec le Paris de Dindonneau, avant d'être inventées par le président Dedoux, comme l'a rappelé le recteur Poussou, elles figurent aux côtés des apports de moules dans la chronique bordelaise de Jean de Goffretot. La pêche en bûche dans le bassin était saisonnière. Il fallait attendre pour la marée fraîche que le printemps entraîne le retour du poisson, permettant ainsi aux bougesses de jeter leurs trameaux pour ramener congres, roussettes, raies sèches, lamproies et créacs. C'est une citation du professeur Michel Mola. À cette énumération, Jacques Bernard ajoute deux poissons emblématiques du bassin. Le grondin rouge, le pirelon, et à partir du début du XVIIe siècle, les sardines, communément appelées royans à cause de la couleur rouge et des traînées rouges du poisson. Ça n'a rien à voir donc avec la commune de Royan, comme on l'écrit régulièrement dans certaines revues et articles. Tous ces approvisionnements ne venaient que de la petite mer de Buch, car les plages océanes, séparées de l'intérieur par une barrière de dunes et des marais, étaient peu accessibles. Jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, les bougesses, qui pour compléter leur cueillette d'huîtres, moules et autres coquillages, se hasardent sur leur petite mer, sont donc exclusivement des pêcheurs. Pour Jacques Bernard, à l'exception énigmatique près que constitue le cavoir d'Arcachon. Alors le cavoir d'Arcachon, c'est un bateau qui est signalé dans plusieurs ouvrages. C'est Jacques Bernard qui l'a retrouvé dans, je crois, les archives londoniennes. Aucun document ne fait mention de navire, chaloupe ou barque ayant l'atteste ou le bassin d'Arcachon comme port d'attache ou d'armement et pratiquant la pêche au large et à plus forte raison le cabotage. Avec l'apparition sur la rive septentrionale de la petite montagne de la chapelle de Notre-Dame de Bernette, le nom initial de la chapelle de Notre-Dame d'Arcachon. Une tradition émerge que Jean de Goffretot souligne en 1528. Je cite, « Cette chapelle est en grande vénération, notamment des mariniers, lesquels, avant de monter sur mer, s'ils sont du pays, ils vont faire leur prière, et s'ils sont étrangers, à leur abord à la tête de bûche, ils viennent rendre grâce. Le commerce des produits résineux des montagnes locales demeure alors toujours aux mains de marins étrangers. C'est vraisemblablement pour conforter cette dévotion
qu'il est décidé, alors que la chapelle de Notre-Dame d'Arcachon est en voie de reconstruction depuis septembre 1722, sur une parcelle éloignée du rivage, de planter une rustique croix de bois rouge au sommet de l'estran pour signaler l'oratoire en planche, achevé le 4 octobre et destiné à suppléer temporairement le sanctuaire recouvert par les sables. Alors cette croix rouge a disparu, elle a été remplacée par plusieurs croix, et la croix actuelle, la croix des marins, c'est, disons, le successeur de cette croix rouge. En écho à cette dévotion qui vise à obtenir la protection divine, y compris sur les eaux prétendument calmes de la petite mer, se pose l'épineuse question des naufrages sur le bassin même. Car si les archives sont muettes pendant de nombreux siècles, il y eut à l'évidence des drames. Les registres paroissiaux, à partir du début du XVIIIe siècle, et la presse locale des XIXe et XXe siècles en apportent à contrario la preuve. Les caprices du bassin, pour citer le titre d'un ouvrage que certains d'entre vous connaissent, les caprices du bassin sont parfois extrêmes, font alors frapper non seulement des pêcheurs et des marins, mais aussi, lorsque le tourisme émerge, des villégiaturants. Le naufrage de la filadière La Fauvette, le 7 avril 1879, dans le chenal du Téchamp, qui fit 3 victimes, et l'occasion pour l'hebdomadaire L'Avenir d'Arcachon de rappeler les dramatiques bilans de la tempête des 11 et 12 octobre 1875 et du cyclone du 20 août 1877. Plus près de nous, les phénomènes météorologiques exceptionnels du 5 août 1970 et du 7 juin 1987, c'est-à-dire pour la Pentecôte, n'ont fait que rappeler cette terrible réalité. Mais ce n'est rien comparable avec les nombreuses tragédies provoquées par la dangerosité des passes et les déchaînements de l'Atlantique. Lorsque les Pougestes ne se limitèrent plus à costager, c'est-à-dire à pêcher à proximité des rivages, et osèrent affronter les passes sans craindre les grondements de l'océan, la vie maritime du pays de Vuche connut un nouveau développement. Donc je vais évoquer maintenant les naufrages à l'océan et dans les passes. Le PEUG, comme l'a signalé le recteur Roussou, et la pêche sur les côtes de l'océan et le cabotage, contraignant pêcheurs et marins à franchir les passes, jusqu'à l'avènement de l'ère industrielle, l'histoire du bassin d'Arcachon se trouve d'innombrables naufrages. Tout au long du XVIIIe siècle, frappé par le coût humain de pareils drames et par leur fréquence, le commissaire aux classes Henri de Rostand, en 1725, l'inspecteur des pêches Lemasson du Parc en 1727, l'avocat bordelais Dubois-Martin en 1781, le curé Guillaume Buté de Jean Mestras en 1784, les évoquèrent à tour de rôle et s'interrogèrent sur leur cause. Était-ce la pratique de la pêche en haute mer pendant l'hiver, les embarcations non pontées utilisées, ou tout simplement les passes du bassin d'Arcachon qu'il fallait incriminer? Pourtant, ce n'étaient pas les projets d'amélioration de ces passes qui avaient manqué sans jamais aboutir. Rien ne changea, ou presque, dans les comportements et les pratiques jusqu'à la prise de conscience que suscita en 1836 une tragédie sans précédent. Pourtant, un quart de siècle plus tôt, un drame au lourd bilan humain aurait dû déjà interpeller les autorités maritimes. Mais celui-ci fut rapidement occulté, peut-être parce qu'il ne touchait que 3 familles du pays, tout en étant supplanté dans la mémoire collective par un autre naufrage qui, à l'inverse, a marqué la toponymie du rivage au sud de la dune du Pilat. Donc je vais évoquer pour vous le naufrage de l'Émilie en janvier 1811, naufrage que pratiquement personne ne cite et n'évoque dans les histoires des naufrages du bassin d'Arcachon. Le 23 janvier 1811, la lettre de marque l'Émilie, que commandait le capitaine Graffin, apparia du port de la Teste, tirant dans son sillage une tilleule. À bord, 64 personnes. L'équipage, le pilote testerin Pierre Doumec, et un marin qui devait le seconder, et 4 passagers qui, pour des raisons diverses, voulaient faire l'expérience du passage des passes.
Alors ces 4 personnes, je vous les cite, sans donner trop de détails. Il y avait un capitaine américain, Joshua Davis, parce que pendant le blocus continental, il y avait un énorme trafic entre les États-Unis et la France. Et ce trafic, qui théoriquement aurait dû arriver à Bordeaux, arrivait à la tête de bûche, puisque la Gironde était bloquée par les Anglais. Il y avait ensuite le négociant Jean-Baptiste Copos jeune, un ancien maire de Gujan, le géomètre Jules Taffard, qui avait le projet de lever un plan du bassin de la côte d'Arcachon, et enfin un fonctionnaire des finances. Alors je n'ai pas réussi à savoir à quelle administration des finances il appartenait, ni je n'ai pas pu retrouver son nom. Le drame qui se joua dans les heures qui suivirent fit 63 victimes et donna lieu à une vingtaine d'années d'écart à 2 versions des faits. Voici la première. Le 1er mars 1811, l'adjoint Esterin Baleste Marichon transcrivit sur le registre ad hoc l'acte de décès de Pierre Doumec. Pierre Doumec, né à la Teste le 2 mai 1767, date haute, poil châtain, fils de feu Thomas, de capitaine de Marie Perrault, marié à Jeanne Robert, demeurant à la Teste, noyé sur le Havre d'Arcachon le 22 janvier 1811. Alors la date n'est pas la même. Dans certains textes on marque le 21, dans d'autres on marque le 22. Quelqu'un peut-être trouvera un jour la véritable date. Étant embarqué sur la lettre de marque l'Émilie en qualité de pilote pour la mettre en dehors des passes, mais le vent étant calme, les courants ont drossé ce navire sur les battures du sud, où il a péri corps et biens. Informé du triste événement, le 12 février 1811, le ministre de l'Intérieur, le comte de Montalivet, ne put que regretter la perte de tant de braves marins, tout en condamnant l'entêtement du capitaine Graffin, qui non seulement n'avait pas suivi les conseils du pilote de pêche qu'il avait à bord, mais de plus avait refusé les secours que le commissaire des classes du port de la Teste lui avait envoyés. Alors cette hypothèse de secours envoyé, je n'ai pas pu la vérifier, c'est dans l'acte d'état civil. La seconde version se trouve dans le journal du voyage fait en octobre 1833 dans les Landes de Bordeaux, rédigé par Sostène de la Rochefoucauld, d'après ses propres notes et des indications de François-Bernard Boyer de Fonfred et M. Maréchal, ancien chef de division à la liste civile. Alors je ne vais pas vous lire tout le compte-rendu, mais disons que dans cette note, rédigée plus de 20 ans après les faits, il est indiqué que le capitaine a, disons, forcé le pilote à passer les passes, alors que le pilote ne voulait pas franchir les passes, disant que les conditions n'étaient pas réunies. Alors Pierre Doumec a donc demandé aux marins qui l'accompagnaient de prendre la tilleule qui était tirée par la lettre de marque et de rentrer à la Teste pour donner ses adieux à sa femme et à ses enfants. Alors, donc, il est mis en cause, c'est le capitaine Graffin qui est mis en cause dans le récit de Sostène de la Rochefoucauld. D'autres auteurs ont prétendu que, en fait, c'était le fonctionnaire des finances qui avait menacé, qui avait exigé le passage des passes par la lettre de marque Lémini. Alors, je vous laisse à penser toutes les suppositions et toutes les conclusions que certains en ont tirées. Certains ont prétendu qu'il partait, il quittait la Teste avec la caisse, quand il avait la charge. Un mois plus tard, le 15 février 1811, le brick anglais La Salie faisait naufrage au même endroit, dans l'enfoncement de l'Anse du Sud. Le navire fracassé, qui compta quelques rescapés, laissa sur la côte des marchandises et son nom, oublié l'Émilie. Seul le notable Pierre Taffard de la Droyade y fit référence en 1814, en évoquant la disparition de son fils pour tenter d'obtenir la recette des douanes de Sète. Donc on n'a jamais pu parler de l'Émilie, à la Teste comme ailleurs, mais on parle toujours, de la Salie, y compris en 2022, de la Salie. Venons-en maintenant au grand malheur du 28 mars 1836. Pour avoir fait l'objet depuis le début des années 1980, il faut savoir que le grand malheur a été oublié pendant des décennies par les populations locales, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que maintenant,
il ne se passe pas une semaine sans qu'une revue, des publicitaires, des ouvrages parlent du Grand Malheur. Maintenant, tout le monde connaît le Grand Malheur. Le Grand Malheur marque une date majeure dans l'histoire maritime du bassin, avec toutefois des zones d'ombre en voie d'être dissipées. Il a fallu de nouvelles recherches, conduites récemment par Denis Rouet, pour enfin identifier formellement l'une des deux chaloupes qui réussirent, le 27 mars 1836, à rentrer dans le bassin. Cette chaloupe s'appelait l'Espérance. La seconde étant, selon toute vraisemblance, l'Union. Alors, pourquoi avec Denis Rouet je conclus au nom de ces deux embarcations? En regardant la composition de la commission d'enquête que le commissaire de la marine de la Teste mis sur pied pour, disons, prévenir de nouveaux malheurs. En effet, les commandants respectifs de ces deux barques, Jean Michelet et Jean Doris, furent invités à participer le 20 avril 1836 au lancement de l'enquête. En second lieu, l'élan de solidarité ne fut pas aussi unanime, ou du moins aussi immédiate qu'on a bien voulu l'écrire, en mettant en cause les seules lenteurs de la justice, malgré les interventions des curés de Gujan et de la Teste, effrayés par le scandale que provoquaient les veuves, pour la plupart fort jeunes, qui, après avoir passé contrat de mariage, n'hésitaient pas à faire commencement. Pour des raisons non élucidées, la double action énergique et semble-t-il efficace de l'officier de santé de Gujan a été passée sous silence. Ainsi, a-t-on oublié le voyage que fit à Paris, au printemps 1838, Pierre Daney. Celui-ci n'hésita pas à solliciter du roi et du ministre de la Justice Félix Barthes une ordonnance spéciale tendant à mettre à la charge du gouvernement les frais d'une enquête générale à l'effet de faire constater par les voies judiciaires les décès des marins des cantons d'Audange et de la Teste qui ont péri le 28 mars 1836. L'action de Pierre Daney n'a été découverte récemment que par un Arcachonnais qui a eu le bon goût d'acheter, alors je ne sais pas dans quelles conditions, les archives de Pierre Daney. Alors donc il y a un Arcachonnais bien connu qui a toutes les archives de Pierre Daney, où Pierre Daney raconte son voyage. Il a même rédigé son autobiographie. Peut-être qu'un jour on verra la publication de cette autobiographie. Et qui raconte par exemple que Pierre Daney est revenu à Gujan-Mestras en ayant composé une chanson qu'il interpréta sur le quai de la gare de Gujan-Mestras pour dire que ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va se régler. En fait, ça ne s'est réglé que très lentement, puisque la justice a rendu son jugement en juin 1840 et que la mairie de la Teste n'inscrivit les décès que le 13 mars 1843. On parle de la lenteur de l'administration française au XXIe siècle, mais je crois qu'au XIXe siècle, c'était même pire. Et Daney fit plus. Il interpella le ministre de l'Intérieur, Camille de Montalivet, qui avait souscrit une somme de 10 000 francs en faveur des familles frappées par le naufrage. Ce ministre n'avait pas cru devoir envoyer ses fonds, ainsi qu'il l'avoua lui-même. Daney revint à Gujan avec l'assurance formelle, dans l'entretien qu'il eut l'avantage d'avoir en présence d'un député, que le ministre ferait honneur à sa charitable promesse. Entre-temps, le commissaire de la marine, comme je l'ai indiqué, avait réuni un groupe de 23 marins notables pour échanger avis et suggestions et surtout entendre David-Louis Allègre proposer de substituer des bâtiments à vapeur aux chaloupes alors en usage. L'officier de marine brestois comprit que le bouleversement complet des habitudes locales qu'il préconisait ne plaisait guère. Il en fut réduit à faire construire lui-même, avec le concours de quelques amis, le premier vapeur de pêche au monde, le turbo. Alors, ces oppositions sont parmi les notables locaux. Le 6 février 1837, le châtelain de Certes, Ernest de Boissière, qui a son buste à Audange, écrivit au journal Le Mémorial de Bordelais pour dire son opposition à la nouvelle manière de pêcher, mais tout le bien qu'il pensait de son compatriote audangeois Duvigneau, qui venait de réaliser une chaloupe pontée. Pire, le 10 février, l'indicateur publie une lettre anonyme
qui accusait mensongèrement le patron du turbo, donc le navire, le chalutier à vapeur Allègre, Pontac, de n'avoir fait aucune manœuvre de sauvetage pour favoriser la rentrée des chaloupes de pêche qui étaient en dehors de la passe. L'Atteste et Gujan venaient en effet d'être frappés par un nouveau drame, ainsi que le rapporta le Mémorial bordelais du 14 février. Je cite, « On nous écrit de l'Atteste, la tilleule Sainte-Anne, armateur du mur Pémy, armé de 9 hommes, ne put rentrer avant la nuit. La perte paraît totale. Il est temps que le gouvernement porte une attention sérieuse sur ces naufrages trop souvent répétés, ou bien le littoral du bassin d'Arcachon sera totalement dépeuplé de marins. » Allègre, avec ses 2 chalutiers, puisqu'il en acheta un second, et François Le Gallais, avec son terre serein, durent faire face au mauvais vouloir et même à l'hostilité de la plupart des marins locaux et à des difficultés de tous ordres pour commercialiser leur pêche. Les chaloupes, pontées ou non, continuèrent à affronter les passes et l'océan, avec d'autant plus d'entrain qu'à partir de juillet 1841, le chemin de fer transportait leurs apports avec rapidité et économie, et qu'Allègre, fin 1838, et Le Gallais, en mai 1839, cessaient toute activité. Mais tout naturellement, la litanie des naufrages se poursuivit. Dans sa séance du 31 janvier 1849, le Conseil général dressa un macabre décompte. Depuis 1831, 15 embarcations du bassin d'Arcachon ont été englouties, et au-delà, avec 174 marins laissant dans le deuil et la misère, 125 veuves et 281 orphelins. À cette époque-là, il y a eu une réaction quand même officielle. Le commissaire de la marine d'Esterin dénonça l'ivrognerie des pêcheurs, pauvres et grossiers, tellement adonnés au vin qu'ils n'embarquent sur les chaloupes que parce que le vin y est à discrétion, et leurs amateurs, qu'ils appellent marchands, ennemis déclarés de tout ce qui menace leurs intérêts illicites. Quant à Allègre, en conclusion de son mémoire couronné par l'Académie de Bordeaux, il mettait en cause l'administration qui confiait la vie de 13 hommes d'élite à un patron illettré qui n'a pas une idée de pilotage ni des sondes de côte à quelques lieues du bassin et qui ne connaît pas l'entrée des ports voisins dans le sud qui offrirait un moyen de salut certain pour son équipage. Alors, voyons maintenant le 3e point, une évolution que l'on a espérée avec des tragédies plus rares grâce à la pêche industrielle. Oublier, c'est-à-dire ne pas s'appesantir sur les naufrages et leurs causes, était alors posture évidente pour les notables et plus particulièrement pour les armateurs, qui en cette décennie 1840 avaient toutes les peines du monde à recruter des marins locaux pour compléter les équipages des chaloupes et des grandes tilleuls. En mars 1842, quelques semaines après le naufrage de la chaloupe L'Actif, l'hôtellerie écrivait à son supérieur bordelais, je cite, « Le découragement pour la pêche extérieure est très grand. D'ailleurs, il ne nous reste que très peu de marins ayant pratiqué cette pêche. Il est à remarquer que la majeure partie des équipages de ces embarcations est composée d'hommes étrangers à la marine et de 40 à 45 réfugiés espagnols. » Le naufrage du 24 avril 1849, qui fit 10 nouvelles victimes, servit de prétexte à une testorine pour publier un opuscule titré « La fête de la chapelle d'Arcachon », mise en vente en faveur des veuves et des orphelins de malheureux marins pêcheurs de l'Atteste. Madame Peyjean, épouse Lavial, se garda bien de citer l'embarcation. Il s'agissait de la Petite Louise. Qui plus est, si elle évoqua le pèlerinage que les paroisses du bassin firent à Notre-Dame d'Arcachon en 1832 pour que le pays de Bûche fût épargné par le choléra, elle se garda bien d'évoquer le grand malheur. Attitude surprenante qui ne dut pas choquer les contemporains. Dans Arcachon et ses environs, Oscar de Jean se contenta d'une allusion sur la grande pêche que de nombreux désastres ont trop malheureusement fait connaître. Quant à Pierre Daney, dans son autobiographie donc inédite, il ne peut que faire le récit d'une commémoration qui s'était tenue le 29 août 1867 à Gujan-Mestras,
c'est-à-dire plus de 30 ans de tragédie. Au même moment, pendant l'hiver 1767-1868, renaissait, ouvrant une ère de prospérité sous l'égide de la Société des pêcheries de l'océan, avec ses bâtiments en fer plus grands, plus puissants, la pêche industrielle, qui va, comme le souligna Jacques Rago, réduire le nombre des sinistres. La dernière chaloupe de pêche du quartier maritime de la Teste sombra dans les passes le 9 février 1880. La Société L'Océan connut son premier drame avec la perte du Pélican en mars 1883. D'autres naufrages suivirent, qui sont rappelés par une stèle érigée au cimetière d'Arcachon. En 1836, Allègre s'alarmait pour les marins de Gujan qui sortent de la barre avec leurs frêles embarcations pour se livrer à la pêche du Royan. Mais il n'y eut aucun drame dans l'immédiat. Mais le 3 janvier 1904, les pêcheurs sardiniers se firent surprendre par une tempête dans l'océan. Le chalutier à vapeur Saint-Georges recueillit à lui seul 151 marins pêcheurs. Le peintre Achille Dupin peignit en 1910 un beau tableau à titre d'ex-voto. Il est déposé non pas dans la chapelle des marins, mais dans l'église Saint-Maurice de Gujan-Mestras. Force est de constater qu'avec l'érection d'Arcachon en commune, rien ne fut plus comme avant, d'autant que le curé Xavier Moule, tout à l'accueil d'une population en villégiature, ne souciait guère des gens de mer. Le 27 mars 1865, il provoqua même un scandale en s'en prenant du haut de sa chaire à la Société de secours mutuel de Notre-Dame d'Arcachon, si chère aux marins. Malgré une messe de réparation, les pêcheurs testerins ne revinrent plus à Arcachon pour l'Annonciation. Même les pêcheurs arcachonnais, souvent bretons, normands, basques il est vrai, s'ils la saluaient toujours en partant en mer, désertèrent progressivement la chapelle des marins. Frappés par deux drames, les naufrages de l'Hippocampe et de la Renée au printemps 1957. Les marins arcachonnais firent une exception le 25 mars 1958 en acceptant ce jour-là de suivre leur curé, Henri Colombet, aux cérémonies de la paroisse Notre-Dame. Mais leur déception fut grande. Pour la délégation d'une paroisse de pêcheurs bénie par le pape, mais reléguée en queue de procession, ce ne fut vraiment pas la fête des marins. Depuis lors, toujours frappés parce que l'on n'a pas réussi à les libérer de ce carcan que la nature leur impose, les passes, les gens de mer arcachonnais affirment leur foi lors de la messe du monde de la mer. Célébrée chaque année en juillet, depuis 1956, en divers lieux de la paroisse Saint-Ferdinand. Cette messe est ancrée en 2004 au port de pêche, à quelques encablures du monument au péri en mer, érigé en juillet-août 1967. Le 2 juillet 2006, la cérémonie religieuse donna l'occasion à un orchestre d'harmonie de recréer la ballade « La famille du marin de la Teste », composée par Hippolyte Sonnet dans les jours qui suivirent le grand malheur. Ce moment musical mais douloureux, intervenant quasiment un demi-siècle après la fin de la pêche industrielle arcachonnaise, ne pouvait que rappeler la permanence des dangers que seuls affrontent désormais les pêcheurs artisanaux et les drames qui étaient intervenus depuis décembre 1978. Quelques mois plus tard, en décembre 2006, un nouveau naufrage endeuilla 2 familles. Ce ne serait pas le dernier. En 2010, un comité d'entraide de familles des marins-pêcheurs péris en mer, récemment constitué à Gujan-Mestras, soumettait à la mairie, non pas d'Arcachon, mais de la Teste de Buch, le projet d'une stèle qui serait érigée à la corniche de Pilat-sur-Mer et porterait les noms des bateaux et des marins victimes des passes du bassin d'Arcachon. Cette stèle, en forme de vague, a été inaugurée le 26 novembre 2011. Tout comme le monument de Claude Bousseau, elle rappelle le lourd tribut payé à la mer par les marins du bassin d'Arcachon.